coopération qui n'est pas la moins importante de ce conseil municipal, puisqu'il s'agit de délibérer sur l'approbation du projet de schéma départemental de la coopération intercommunale. Il y a d'abord eu la loi du 16 décembre 2010 qui portait réforme des collectivités territoriales. À ce moment-là, un document d'orientation de la coopération intercommunale dans le Var, puisque nous parlons du Var, a été adopté le 22 septembre 2012. Ce schéma a donc renforcé la couverture du département en intercommunalité de projets avec intégration dans un établissement public de coopération intercommunale, EPCI, à fiscalité propre des 30 dernières communes isolées et la structuration du département autour de 15 EPCI à fiscalité. Ensuite, en application des dispositions de la loi du 7 août 2015, le préfet du Var a transmis à chacun des maires et présidents de l'EPCI un projet de schéma départemental de la coopération intercommunale, le SDCI. Ce projet a été présenté à la préfecture le 15 octobre 2015 aux membres de la nouvelle commission, puisqu'il y avait entre-temps il y avait eu des élections. La loi nous oblige à la couverture intégrale du territoire par des établissements publics, la suppression des enclaves et des discontinuités territoriales et la nécessité d'un périmètre pertinent des EPCI à fiscalité propre au regard des bassins de vie, de la population, des aires urbaines et des schémas de cohérence territoriale. Le préfet a donc présenté son schéma, d'une part, compte tenu des dispositions relatives au seuil de population. Donc il a présenté la fusion de la communauté de communes Artuby-Verdon avec la communauté de communes Lac et Gorges du Verdon. Et d'autre part, dans un objectif de cohérence et de complémentarité entre les bassins de vie et le périmètre des EPCI à fiscalité propre, il a procédé à la création d'un nouvel EPCI en regroupant par fusion les communautés de communes Sainte-Baume-Mont-Aurélien, la nôtre, Comté-Provence et Val-d'Isole au sein d'une communauté d'agglomération. C'est 28 communes, c'est 92 000 habitants. Les assemblées, mais on a donc des règles à respecter, et notamment de planning et de date. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve pour parler de ça notamment. Nous disposons d'un délai de 2 mois, mais à partir du 19 octobre, c'est-à-dire que le délai expire le 19 décembre 2015. Les choses ne sont pas finies pour autant, puisqu'au terme de cette première phase de consultation des collectivités, la CPCI disposera elle-même un délai de 3 mois pour se prononcer à son tour. Et quoi qu'il en soit, quelles que soient les décisions qui seront prises, ce schéma devra être approuvé et arrêté au plus tard le 31 mars 2016 et suivra, mais à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, la phase la plus importante, c'est-à-dire la mise en œuvre du schéma et des dispositions réglementaires, organisation et financière destinée à mettre en place les futures collectivités dans le cadre de ce nouveau périmètre. Pour chaque projet de création, de fusion, de transformation, de dissolution, un projet d'arrêté territorial de périmètre sera transmis aux collectivités au plus tard, le 15 juin 2016, et nous disposerons encore de 75 jours pour rendre notre avis. Alors il convient, avant de parler de périmètre, ou de se prononcer, il convient de parler de notre propre intercommunalité, et notamment la ville de Montpellier. Alors notre comté de Provence, c'est, je le rappelle, 39 000 habitants, autour de Moniol, qui est la ville du centre, qui est la sous-préfecture. Donc c'est un territoire caractérisé par un certain nombre d'indices
sociaux révélateurs de fragilité en matière scolaire. Je parle de comté de Provence en général, de niveau de formation, de taux d'activité et d'emploi. Pour autant, la qualité de son environnement est préservée, sa dynamique démographique, personne ne la conteste, et la vitalité des zones d'activité boriolaises sont aussi en plein essor. Et son animation culturelle et historique sont aujourd'hui une réalité qui s'avère propice à un nouveau développement économique, social, urbain et à la croissance d'un tourisme vert raisonné. Le comté de Provence représente à lui seul 42% de la population, mais plus de 52% de potentiel fiscal et financier de ce futur PCI. Notre communauté de communes doit s'assurer les moyens de prendre ses responsabilités et de se préparer dans les meilleures conditions à sa future intégration dans cette collectivité élargie au sein de la Provence verte. Alors je vous rappelle que de nouveaux transferts de compétences ont été réalisés en 2012, notamment la collecte et le traitement des ordures ménagères, la petite enfance, la gestion de la piscine intercommunale, et en 2015, le centre d'art du Château Vert, l'accueil de jour pour la maison de l'Alzheimer, la création du CIAS, qui permettront d'unifier le plus grand nombre de compétences avec les communautés de communes voisines. Par ailleurs, un schéma de mutualisation de services a été adopté en mars 2015 et mise en œuvre en avril 2015, qui vise, dans la communauté de communes, à réaliser des économies d'échelle, une synergie renforcée entre les équipes et additionner toutes les compétences et les talents, et si possible, de nouveaux services seront proposés à l'ensemble des communes. Alors, notre territoire dispose également de certaines infrastructures publiques indispensables à la vie quotidienne, je dirais, de toute la Provence verte. Je veux parler du centre hospitalier, Jean-Marcel, je veux parler du tribunal d'instance, et également le musée des Gueules Rouges de Tours, le jardin des sculptures de Château Vert, l'école intercommunale de musique, d'art plastique et danse, et ainsi que le pôle culturel des Comtes de Provence. Et à Brignoles, donc tout ça a été destiné à favoriser l'émergence d'un projet de développement culturel du territoire. Le complexe sportif du Vavre, si on s'y arrête un instant, c'est également un véritable, alors ne me dites pas le problème de la piscine, on les connaît tous, mais ça va être réglé. Le complexe sportif du Vavre, un véritable pôle de développement sportif à vocation intercommunale, complété par la réhabilitation des installations nautiques et bien entendu la création de nos piscines. Mais on peut s'en rendre compte aussi, puisqu'on se dit les choses, que d'autres infrastructures manquent à notre territoire pour accompagner sa vitalité, son attractivité, sa qualité de vie résidentielle. Je veux parler d'un centre de congrès, je veux parler d'un centre, d'une salle de spectacle. Pour accompagner le développement commercial, artisanal, agricole ou même industriel, des travaux ont été déjà engagés pour aménager, étendre ou qualifier notamment les zones d'activité permettant la création de richesses, d'économie et surtout d'emplois. Un tel projet de territoire nécessite un maillage fin de son réseau de transport collectif en complément des réseaux existants ou projetés par le département et la région. Il s'agit de permettre la fréquentation des services publics, des infrastructures scolaires, sportives, culturelles, favoriser les déplacements de toute nature en lieu et place de tout véhicule individuel. Ces exigences justifient l'élargissement et l'ouverture de notre communauté au-delà de ses limites actuelles pour des raisons multiples. On peut parler de solidarité avec les territoires, qui sont des territoires essentiellement ruraux, je vous le rappelle, l'équilibre entre l'habitat et l'activité et bien entendu le respect de l'environnement et du développement durable. Donc je vous rappelle la position préfectorale qui vise la
Et vous savez qu'on a, le préfet l'a dit, s'ajoutera normalement au 1er janvier 2017 la commune de Besse-sur-Issole. Cet ensemble plus complexe, plus vaste, mais aussi plus riche et mieux structuré que les actualités de notre commune, doit prendre la forme juridique d'une communauté d'agglomération, résultant de la fusion de trois communautés de communes. Mais il s'agira aussi et surtout de mettre en place une communauté de projets permettant de répondre aux multiples enjeux évoqués ci-dessus. Et il est naturellement très important de respecter la volonté propre de toutes les communes concernées. Je crois que la future agglomération ne doit pas être perçue par ses membres comme lointaine, contraignante, technocratique, peut-être même indifférente. Elle doit au contraire être identifiée comme fédératrice de toutes les synergies, logistique de projets, lieu de convergence démocratique autour d'un esprit communautaire, au service des habitants de son territoire, avec une territorialisation cohérente. Ce projet d'agglomération devra faire également l'objet d'un contrat d'agglomération élaboré collectivement, débattu et proposé à l'ensemble des communes membres. La gouvernance et le fonctionnement de l'agglomération devront reposer sur les mêmes bases et garantir à chaque commune sa juste représentation dans les instances communautaires et par un mécanisme de conseil consultatif par bassin de vie ou pôle de développement, de favoriser la participation de tous les élus communaux et des associations locales à la vie de l'agglomération. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je vous demande de voter pour approuver ce périmètre. Intervention, monsieur Leclerc. Merci, madame le maire. C'est une très belle déclaration d'intention. J'observe toutefois qu'après avoir une volonté avérée de décentraliser, nous recentralisons sur d'autres entités qui sont différentes. Ils vont peut-être complexifier le regard de nos concitoyens sur ces entités. Alors certes, l'agglomération, c'est un vaste projet sur lequel bon nombre d'entre nous avons déjà débattu. Alors j'aimerais, sans reprendre tous les éléments de l'annexe que vous avez transmise, il s'agit d'un projet qui se propose de transférer des compétences obligatoires comme le développement économique, la politique de la ville, le logement, éventuellement transférer des compétences optionnelles comme l'action sociale, la politique du logement et du cadre de vie, et aussi, pourquoi pas, des compétences facultatives comme la surveillance de la voie publique. Ce sont quand même des compétences qui sont très importantes au quotidien pour nos concitoyens. Alors moi j'ai le sentiment, au-delà des déclarations que certains peuvent faire, qu'on va éloigner du citoyen les centres de décision. Et ça je le déplore. Nous sommes des élus de proximité, je crois que nous sommes tous attachés au contact direct que nous pouvons avoir avec nos administrés. Voilà. C'est encore assez simple de contacter monsieur ou madame le maire dans une commune, quelle que soit la taille de la commune. C'est déjà un peu plus difficile de contacter le responsable de la communauté de communes. Je pense que pour approcher le président ou la présidente d'une agglomération, sera encore plus difficile. Ensuite, à l'aune des agglos déjà existantes que nous connaissons, donc je fais référence à l'agglomération de Toulon et de Nice, je suis quand même très dubitatif quant aux économies d'échelle que l'on évoque. Parce que pour avoir vécu sur l'agglomération toulonnaise, je n'ai pas pu observer l'économie d'échelle. Par contre, j'ai observé l'augmentation de la pression fiscale. Alors c'est très bien de faire des économies d'échelle, mais encore faut-il que ces dernières se traduisent dans les faits, ce qui n'a pas été le cas. Donc j'attends encore qu'on me démontre que la mutualisation attendue apporte les économies que nous espérons tous. Après, concernant la proposition de fusion de nos intercommunalités en agglomération, j'ai noté dans l'annexe que vous avez communiqué qu'elles émanaient de l'année 2013, c'est un cabinet qui s'appelle BST Consultant. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer si cette étude est consultable, si nous pouvons en prendre connaissance, parce que tel n'est pas le cas, ce n'est pas à l'annexe. J'aimerais savoir, madame le maire, si d'autres études ont été faites de manière contradictoire par d'autres entités. Et après, j'ai bien sûr relevé, ça c'est un argument récurrent des personnes favorables à l'agglomération, j'ai noté l'argument récurrent d'une dotation globale de fonctionnement qui serait potentiellement en hausse de 55% par rapport à une structure telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ça, je reprends les chiffres que vous avez donnés dans l'annexe.
Bon, je ne vais pas revenir sur les dotations globales de fonctionnement qui sont très en baisse. Hein, nous connaissons tous les origines de ces baisses. J'aurais aimé aussi une estimation concrète de l'économie d'échelle que l'on pense réaliser. Et puis vous conviendrez quand même qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette proposition de projet d'agglomération. Donc j'aimerais avoir davantage d'éléments pour pouvoir voter sereinement, ce qui n'est pas le cas. Et ensuite, je pense que la décision que les élus que nous sommes sur le point de prendre appartient tout de même à nos administrés. Je crois que consulter la population au travers d'un référendum local, pour avoir le sentiment des besoins, puisque nous siégeons aujourd'hui pour Brignoles et non pas pour Interco, je crois que ça serait judicieux de consulter, d'avoir le sentiment de la population et au moins de l'informer. Aujourd'hui, nous parlons, nous, d'agglomération parce que nous sommes férus de politique, nous sommes élus, nous représentons la population, mais je crois que la population est la première concernée, des avantages et des conséquences potentiellement mauvaises que cela peut induire. Voilà, donc je m'en tiendrai là, et en l'état actuel des éléments qui nous sont fournis, nous nous abstiendrons. Justement, il n'est pas très malin ceux qui critiquent ou qui s'abstiennent sur ce projet. La critique, on le sait, est souvent constructive. Mais enfin, quand nous avons une critique qui est issue, je dirais, qui est récurrente, c'est-à-dire une forme de karaoké ou de playback enregistré à Nanterre, que vous entendrez à Toulon, à Toulouse, à Tourcoing, à Tarascon, pour la rive, il est bien évident que ça gêne au niveau de la proposition concrète. Et là, justement, je voudrais m'adresser à l'ensemble du Conseil, puisque nous sommes dans un tournant de ce Conseil municipal, c'est de voir que nous avons un groupe d'opposition qui, chaque fois, se maintient dans la critique, mais jamais dans la proposition concrète. Et je prendrai 3 exemples. Vous avez lu le plan local d'urbanisme, extraordinaire, critique, aucune proposition de substitution, si ce n'est de revenir à ce qu'avaient fait les communistes avant. Nous avons eu aussi des aides à des associations brignolaises, par exemple la ZEPAR ou d'autres. On critique, mais est-ce qu'on est allé voir les responsables? Est-ce qu'on est allé voir ceux qui en bénéficient? Non, on est toujours dans une forme de postulant. Nous l'avons vu dernièrement, nous avons réussi à vendre un terrain communal, on nous dit encore que c'est mauvais. Est-ce qu'il y a eu une autre proposition pour emmener un prix supérieur? Alors finalement, nous votons pour ce projet d'agglomération, mais surtout, et plus tard il y aura d'autres débats, nous proposons à cette partie de l'opposition que finalement, elle nous propose des propositions concrètes, vivantes, sur Brignoles. Elle gagnera de ce fait en légitimité et en crédibilité. Merci. Madame le maire, merci. Chers collègues, bonjour. D'abord, en préalable, en République et en démocratie, il n'y a pas d'avis qui soit inutile. C'est le fondement même de notre mode de fonctionnement qui s'articule autour du débat. Et sans débat, il y aura démocratique, il n'y a pas de vie politique. Donc, le préalable à ça, il faut respecter toutes les positions, puisque la ville de Boursieux a voté contre l'agglomération, la ville de Carcès s'est prononcée contre l'agglomération, probablement, je crois que Rougier l'a fait aussi, Fort-Calais s'apprête à le faire, et beaucoup d'autres communes vont le faire également. Donc, c'est respecter et c'est surtout comprendre quelles sont les positions des personnes qui, à un moment donné, peuvent s'interroger sur ce projet de territoire qui mérite que l'on se pose quelques instants. Alors je vais rappeler en parallèle des éléments qui ont été précisés en introduction par Madame le maire, que si nous sommes là aujourd'hui pour débattre de ce projet d'agglomération, c'est que voilà 2 ans et demi, à peu près, nos voisins ont à l'unanimité voté contre le projet d'agglomération dans des circonstances complètement différentes, parce qu'il y avait des éléments qui ne leur convenaient pas. Et leur position était légitime. Voilà. Oui. Aujourd'hui, pourquoi d'autres n'auraient pas le droit de s'interroger alors que, sous couvert du périmètre, qui est quand même somme toute anecdotique, puisqu'on y travaille depuis plus de 10 ans, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début, en 2004, on a commencé à parler de l'agglomération, même avec Alfred Gauthier, qui a lancé le projet de pays d'art et d'histoire. Il y a vraiment une volonté de travailler ensemble, mais il faut que ça se fasse dans le temps, il faut que ça se fasse avec l'assentiment de tout le monde, et on ne peut pas brusquer. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a quelques réticences. Alors il y a des réticences tout à fait naturelles, parce que le contexte n'est plus celui d'il y a 2 ans et demi, 3 ans. Le contexte politique n'est plus le même, le contexte financier n'est plus le même, et le contexte législatif non plus. Et la loi NOTRe introduit un certain nombre d'éléments qui moi-même aujourd'hui, alors que je suis très à l'aise puisque j'ai voté il y a 2 ans pour l'agglomération, me laissent somme toute dubitatif.
Et je serai obligé d'exprimer un certain nombre de réserves. Le premier élément, c'est sur la gouvernance des établissements publics de coopération intercommunale. On a changé considérablement la donne en donnant une proportion, à mon avis, trop importante en fonction uniquement de la population. Nos territoires sont représentés essentiellement de petites communes. Et aujourd'hui, toutes ces petites communes disparaissent des exécutifs, tant bien que mal. On l'a vu tout récemment quand on a redispatché l'exécutif de notre communauté de communes voisines, où à Deville, on prend la majorité absolue au conseil communautaire. Ça, ce n'est pas la démocratie, ça ne reflète pas l'identité de nos territoires. Et cette gouvernance est problématique. Et il faudra en tenir compte. Aujourd'hui, on n'a pas de solution. La loi nous engage. Et donc ça, c'est dommageable. Dommageable aussi, c'est la présidence de l'établissement qu'il faudra évoquer, autant que les choses soient claires avant d'y aller qu'après. Parce qu'une fois qu'on a enclenché la machine, on ne peut plus faire machine arrière, justement. Et donc ça, ces sujets qui ont fait de longs débats il y a 2 ans et demi, aujourd'hui ne sont toujours pas traités. Et on va se retrouver face au même problème. Et vous savez à quel point je suis attaché à réaffirmer la prééminence de Brignoles sur tous les aspects économiques, administratifs, politiques, sur la Provence-Verte. Ça, je pense que chaque conseil municipal est enclin de le faire pour sa propre ville. Donc ça, c'est un élément. Un deuxième élément, c'est la fiscalité. Il y a 2 ans et demi, je toussais déjà parce que la simple fait de s'harmoniser entre nous va impliquer une augmentation de la fiscalité pour nos concitoyens entre 5 et 7 points. Je ne parle pas de la commune de Val-d'Isole, où ça va être carrément un désastre financier pour eux. Mais pour nous, bien que nous harmoniser, vous trouvez ça dans les pages qui nous sont fournies, page 20, les écarts de taux, ça va être de l'ajustement vers le haut. Prendre aujourd'hui la rincée d'augmentation des impôts compris nos concitoyens dans le département et dans la France, rajouter 7 points d'impôt simplement parce qu'on fusionne, me paraît aujourd'hui inacceptable. Il y a 3 ans, on n'avait pas eu les 20% du département, on n'avait pas eu l'augmentation qu'on a été obligé de faire ici, on n'avait pas eu l'augmentation des impôts de l'État. C'était différent, c'était difficile mais différent. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est un point qui n'est pas acceptable et au-dessus, on n'a pas tranché sur ce sujet-là encore. Où va-t-on aller? Madame le maire évoquait également sur les compétences nouvelles qui sont attribuées, mais celles-là, elles sont de facto attribuées par la loi. Donc, mais on ne s'est pas mis d'accord sur celles qu'on allait garder. Car le mécanisme de fusion, vous le savez, puisque vous avez tous lu les documents, va entraîner une fusion de toutes les compétences de toutes les communautés. Et après, il faut faire le tri. Ah oui, mais lequel? Qu'est-ce qu'on va garder? On n'en a pas discuté. Ce sont des éléments tout aussi importants qui me paraissent avoir à l'esprit aujourd'hui pour se positionner sur ce point. C'est véritablement un enjeu. Oui, il y a des aspects positifs, il ne faut pas les nier. Mais cacher des aspects négatifs pour forcer un vote, non, on a le temps. Le préfet le dit. Arthuis-Yverdon, c'est obligatoire, c'est la loi. Nous, c'est souhaitable. Eh bien, si c'est souhaitable, laissons-nous le temps d'y aller au rythme qui conviendra de l'harmonisation à la fois de nos compétences, parce qu'on peut se regrouper en communauté de communes, on peut rester en 3 communautés de communes, donc il y a des possibilités. L'agglomération est un outil. Alors, quant au projet politique, on a mis 10 ans pour accoucher du SCOT, à peine le SCOT accouché, qui est déjà remis en cause par tout le monde parce qu'il ne convient pas. Le projet politique sur le territoire, et on le voit quand on siège à la Provence-Verte, est loin, très loin d'être consensuel aujourd'hui. Il y a des visions différentes qui sont légitimes, selon la vie qu'on se situe, qui sont organisées. Voilà. Donc en quelques mots, aujourd'hui, c'est l'ensemble des réserves que je peux émettre vis-à-vis de ce projet sur lequel j'avais été favorable il y a quelques temps. Et pour ma part, Madame le maire, vous m'en excuserez, mais des zones d'ombre font que je m'abstiendrai sur cette délibération. Je ne peux que souscrire à ce que vient de dire votre premier adjoint. Je ne suis pas un opposant forcené à l'agglomération, je veux connaître les termes qui vont constituer l'agglomération. Donc actuellement, il y a des zones d'ombre, nous sommes d'une certaine opacité. Je ne vais pas reprendre les arguments de Jean-Michel Rousseau, qui étaient pour partie également les miens. Je crois qu'il faut voter avec un discernement et avec un éclairage qui dénoterait une certaine équité. Actuellement, nous ne sommes pas, comme l'accorderait même le maire, en mesure de le faire. Je prends le vote d'aujourd'hui comme déclaration d'intention. C'est vrai qu'il y a des solutions alternatives qui peuvent être proposées, mais j'attends toujours les éléments que je vous ai demandés afin que plus tard on puisse prononcer de manière tout à fait juste. Et je suis aussi, quoi qu'en disent certains de mes collègues, un fervent partisan de la consultation populaire. Je pense qu'un référendum qui solliciterait l'avis de nos Brignolais, de nos compatriotes Brignolais, serait quand même de bonne loi. Je vous remercie, Madame la maire.
pouvez vous exprimer? Bien, alors, en réponse et en complément plutôt aux personnes qui se sont exprimées, aux élus qui se sont exprimés, j'ai pas la réponse à tout, c'est clair, différentes raisons. Pour répondre à M. Lopez s'agissant des chiffres, nous n'avons pas les chiffres aujourd'hui, effectivement. La préfecture ne les a pas encore transmis, donc nous n'avons pas les chiffres. Alors, on ne peut pas communiquer. Vous avez cité le chiffre, et vous avez raison, du 5 s'agissant de la dotation globale. L'estimation qui a été faite, c'est un chiffre de l'État. L'estimation qui a été faite s'agissant de la dotation globale sur la communauté d'agglo par rapport à la dotation globale des communautés de communes ajoutées ferait que si nous étions en agglo, nous aurions effectivement 55% de plus en dotation globale. Après, s'agissant de la journée d'aujourd'hui et du vote d'aujourd'hui, nous sommes sur le vote du périmètre. Et contrairement à ce qu'a dit M. Rousseau à l'instant, on n'a pas le temps. On est obligé, par les dates qui nous sont imposées, de voter avant, s'agissant du Var, le 19 décembre. Toutes les communes de la communauté de communes de Provence vont voter chacun à son rythme, sachant que nous allons encore avoir un vote à la communauté de communes qui est prévu pour le 14 décembre, de manière à rendre toutes nos délibérations et nos votes au préfet. Après, c'est l'État, c'est monsieur le préfet qui décidera si on doit y aller, si on ne doit pas y aller, mais c'est lui qui tranchera. Alors je trouve, moi, qu'il vaut mieux, aujourd'hui on est sur le périmètre, l'histoire de l'agglo ne fait que commencer. Pourquoi on n'a pas encore travaillé? Mais parce que ça ne se passe pas comme ça. Les délais, ce qui a été fixé par la loi NOTRe, je veux bien qu'on s'assoie sur la loi NOTRe. Et moi je suis très à l'aise, je n'ai pas voté à l'Assemblée. Mais elle existe. Et aujourd'hui, l'État, le préfet, l'a fait appliquer. D'où les dates, d'où peut-être un peu la bousculade, je ne sais pas, et d'où les propositions de l'État. Et il vaut mieux, me semble-t-il, y aller d'une manière volontaire, parce qu'on tout que de subir, parce que tout le travail, aujourd'hui il n'y a pas eu de travail de fait, et on a repris évidemment tout ce qui avait été fait précédemment, et les choses n'ont pas abouti pour différentes raisons, j'étais pas là, je ne vais pas les commenter, mais à l'époque, tout le monde était d'accord pour faire cette fusion, parce qu'elle est cohérente, c'est un vrai territoire, c'est un vrai bassin de vie, elle est complètement cohérente. Aujourd'hui, on est obligé de revoter là-dessus et en tenir compte de la loi NOTRe. Et cette loi NOTRe, elle implique les choses obligatoires, etc., que le préfet fait appliquer. Donc, dire que les maires vont renoncer à certains pouvoirs, les maires n'existeront plus comme tels, c'est la loi. Et je le partage. Charge aux maires à être très près de leur population, charge à la future agglo d'être à disposition des maires, de faire en sorte que tout le monde soit bien au courant. Si on peut arrêter le téléphone, c'est aussi bien. Voilà. Que les maires soient bien au courant et que ça facilement un impact, si je peux m'exprimer ici, moi la non sportive. Mais voilà, donc, pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. S'agissant de la présidence et du siège que M. Jean-Michel Rousseau a évoqué, puisqu'on connaît ses déclarations d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais rien, en tout cas à partir de 2013, on connaît ses déclarations et tout ce qu'il avait dit à ce moment-là. Donc, s'agissant de la présidence, mesdames et messieurs, la loi NOTRe dit que le président sera élu. Le président va pas être décrété. Tous les conseillers voteront pour élire leur président. Et s'agissant du siège, par contre, j'en ai déjà parlé avec les 2 autres présidents de communautés de communes, avec M. Jean-Pierre Morin, président de Val-d'Isole, et Mme Christine Afronqui, présidente de Saint-Paul-Montréal. Les 3 présidents et moi-même, nous sommes d'accord pour que le siège soit à Brignoles. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre délibération, nous à Brignoles, il y a tous les considérants qui résument tout ce qui a été dit, et qui dit simplement, après en avoir délibéré, le conseil municipal
émet un avis favorable, ça nous verrons après ce que nous décidons, puisque le vote n'a pas eu lieu, mais prend acte de la décision des présidents des 3 communautés de communes d'implanter le futur siège de la communauté d'agglomération à Bruyères. Voilà. Le siège, on peut le décider, le président, il est élu. Nous pouvons passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4 voix. Tout le monde, les autres sont pour? Je vous remercie. Alors, c'est donc le point 9, c'est l'acquisition des parcelles appartenant à la SPL locale du quartier de Paris pour mettre fin à la convention de portage du foncier. Le quartier de Paris, tout le monde le connaît. Alors, ce quartier de Paris, l'histoire remonte en 2004. En 2004, il a été question d'acheter ce quartier de Paris, les différentes parcelles, et de passer par le PFR. Je vais apporter par le PFR, très bien. Mais de 2004 à 2012, il ne se passe rien, on n'a pas de projet, il ne se passe rien, donc le PFR demande à nous rendre ces terrains et que la commune rachète à l'EPFR. 2012, 2013, il ne se passe pas grand-chose, mais sauf que le PFR envoie il faut rembourser le PFR. Donc en 2013, il est inventé un montage particulier. On crée à la communauté de communes une SPL, une société publique locale, pour racheter les terrains à l'EPFR. Et pour ce faire, la commune de Brignoles donne à l'EPFR 400 000 € pour que, avec les opérations à tiroir, le PFR puisse petit à petit racheter, la SPL puisse racheter petit à petit à l'EPFR. Je vous simplifie les choses parce que c'est vraiment, il fallait y penser à ça quand même. C'est compliqué. Et donc, ça se passe ainsi, et la société publique locale en 2014 rachète les terrains à l'EPFR, mais juste pour 10%, c'est-à-dire selon les 400 000 € que la commune avait avancé, en compte courant, à l'EPF donné en compte courant à l'EPFR, à la SPL, par la ville. Le reste devait être payé par le projet qui fait sortir. Le projet n'est pas sorti parce que, également, la ville, qui avait des difficultés financières que l'on connaît, la ville n'a pas pu se porter garante, ses finances ne permettaient pas, donc l'opération s'est arrêtée. Sauf que la commune devait toujours à l'EPFR les fameux 3 millions et quelques. Donc aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, nous avons fait le point de cette situation, on a tout arrêté et on a demandé à l'EPFR d'obtenir des délais qui nous ont été accordés. Vous vous souvenez, on en a parlé. D'abord, on nous avait donné juste en juin 2015, et puis ça a été reporté parce qu'on a demandé juste en décembre 2015, donc on y est. Alors il s'agit quand même de 3,6 millions. C'est une somme qui est prévue au budget, donc on est en mesure de la verser. Et je vous demande donc de m'autoriser à racheter à l'EPFR ces terrains qui appartiennent à la commune et de signer l'acte avant la fin de l'année pour pas qu'on ait des pénalités supplémentaires. Sachant que la SPL nous remboursera de 12 500 € qui correspondent à l'avance rémunérée qui a été faite par la ville. Observation, pas d'observation. Merci Madame la maire. Vous avez bien fait de souligner que le dossier était complexe, il a été long, il était difficile. Il y a un moment que cette affaire passe devant les membres des conseils municipaux successifs. Moi je trouve tout cela affligeant, on ne va pas revenir dessus, on n'est pas là pour souligner les responsabilités de ceux qui nous ont précédés. Je pense que cette affaire... On est obligé de les assumer. On est obligé de les assumer, j'en conviens volontiers Madame le maire, c'est ça qui me narre. Pourquoi? Parce que c'est le contribuable brignolais
qui va une nouvelle fois mettre la main à la poche. Et ça, vous savez à quel point ça m'attriste. Vous avez souligné d'ailleurs vous-même que les finances de la commune de Boignolles étaient, à part votre poste de fonction, déjà dans une situation bien difficile. Je crois que c'est 3,6 millions, bon, presque 3,7 millions, pour venir opérer davantage l'avenir de la commune. Nous nous abstiendrons parce que ça serait une forme de caution de ce qui a été fait précédemment. Alors, nous sommes mis devant le fait accompli, vous n'avez pas le choix, nous non plus. Nous avons tous subi une situation que nous avons héritée. Il faut se tourner résolument vers l'avenir. Alors moi, je pose crûment la question. Je sais que c'est peut-être un petit peu tôt, mais qu'est-ce que vous avez envisagé comme projet d'exploitation, de développement de ces terrains, de façon que la ville puisse rentabiliser, bien sûr, cet investissement forcé. Et je soulignerai également que je ne suis pas naïf, ce genre de projet ne se porte pas sur la durée d'un mandat, mais voire sur 2 mandats. Donc je pense que les décisions que vous serez amenés à prendre au sein de votre majorité auront tout de même une incidence sur la mandature suivante. Ça va être un projet très long, très lourd, qui va nécessiter des investissements complémentaires. Mon souci, c'est est-ce que nous avons les moyens financiers de ces investissements ou trouver les subventions et l'argent nécessaire. Et plus globalement, ma question sera celle-ci, qu'est-ce que vous envisagez de développer sur ces terrains? Je vous remercie, Madame la maire. Oui, vous avez raison de poser cette question. Il s'agit effectivement de l'avenir de ce quartier, mais pas seulement. Ce quartier qui est extrêmement bien placé et mérite une attention tout à fait particulière, mais ce quartier doit être le reflet de la ville de Boignolles et le reflet de la communauté de communes et bien entendu de la future ALU. Donc ce quartier, il ne faut pas le rater. Donc aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, on n'a pas de projet particulier, mais à partir du moment où, à partir de la fin de l'année, on sera donc propriétaire des terrains, c'est beaucoup plus facile de contacter des opérateurs, de contacter des gens qui peuvent faire des appels à projets parce qu'on est chez nous. Donc les choses sont plus faciles. Donc à l'heure où je vous parle, on en a beaucoup parlé effectivement, mais on n'a rien de concret. Mais néanmoins, vous avez raison, c'est une opération qui demandera beaucoup de temps, mais on a nous au moins jusqu'en 2020 pour en parler, essayer de la faire démarrer. Donc on aura l'occasion d'en reparler chaque fois qu'on aura avancé, on en reparlera au conseil municipal. Merci. Quelques éléments quand même pour préciser, c'est que l'absence de travaux réalisés sur une zone, c'est qu'à l'origine, ce qui a prévalu à l'acquisition de cette parcelle, c'était faire de la réserve foncière. C'était une des actions stratégiques qui avait été lancée à l'époque et qui nécessite beaucoup d'argent. Voilà, c'est mobilise des actifs financiers, mais à côté, on a un actif mobilier. Et c'était le choix qui avait été fait. Cette réserve foncière n'avait pas vocation à être utilisée sous 10 ans. C'est-à-dire que c'est une opportunité qu'on a saisie. C'était trop tôt, parce qu'un des éléments qui bloque à la réalisation de ce quartier, c'est l'aménagement de la départementale qui va vers le PAN, qui est censé organiser. Projet qui avait été présenté ici par le département en 2006, et dont les travaux devaient être lancés avec 2 ronds-points, notamment pour assurer l'entrée du quartier de Paris, par le haut. Là, vous voyez, il y a des travaux avec un espèce d'EDF, un transformateur EDF. Le Conseil général a annulé ces travaux de réhabilitation de la voie du Val, ne faisant que le rond-point où il y a juste à côté du pont de l'autoroute. Et ça entrave énormément la réflexion sur le projet, parce que là, quel que soit le nombre d'habitations limitées, vous allez avoir une circulation considérable. Il y avait le bas de la zone aussi qu'il fallait desservir. Donc effectivement, ça a été dit de part et d'autre, ici c'est un sujet qui est très complexe, qui en termes d'urbanisme n'a pas forcément une priorité absolue, puisqu'on est en delà de la zone prioritaire, puisqu'on a l'intra-délégation à urbaniser et l'extra-délégation à l'extérieur. Et ça doit se faire en 2 temps. Donc on a une chance unique, comme à Nicopolis, on a des réserves foncières qui sont à peu près uniques dans le département. Ne nous précipitons pas à vouloir les utiliser, Madame le maire l'a dit, donnons-nous le temps, on a 3 ans pour en parler, parlons-en, mais n'exploitons pas, parce qu'on a vu du terrain, trop vite. J'ai vu trop de projets, j'ai entendu trop de projets, une école, un stade, maintenant, donnons-nous le temps, le quartier est prioritaire. Pour ma part, j'avais proposé que Boignolles s'essaye à y construire un éco-quartier, ça aurait été quelque chose de novateur pour notre cité, mais l'éco-quartier c'est un concept. Après, il faut décliner ce qu'on veut y mettre dedans, et aujourd'hui c'est un peu prématuré. Je rajouterais juste que, quoi qu'il en soit, être propriétaire de foncier, avoir un patrimoine important, ça peut pas être un défaut. Mais après, la question de la gestion du patrimoine, on parle du quartier de Paris ici,
on pourrait parler de tout ce qui appartient à la commune et qui est complètement pas entretenu. Je veux parler dans la vieille ville des bâtiments qui étaient des bâtiments historiques de qualité qui n'ont pas été entretenus et qui aujourd'hui menacent de s'effondrer. Donc c'est aussi notre patrimoine, mais la gestion en devient difficile. S'agissant de ces terrains, les faire porter par le PFR était une excellente nouvelle, une excellente décision, puisque le PFR a vocation à faire ça. Sauf si, lorsqu'on décide de les faire porter par le PFR, il faut qu'on ait un projet en face. Sinon, on perd trop de temps et il arrive ce qui est arrivé là. S'agissant du quartier de Paris, je rappelle, juste une observation, nous sommes en 2015, bientôt 2016, ce qui était vrai en 2004 est un peu différent. Et les aménagements doivent être pensés différemment, ce qu'on veut y mettre dedans doit être vraiment réfléchi et pensé différemment. Il faut que ce quartier de Paris, pour la ville de Brognoles, devienne l'image de Brognoles, le phare de Brognoles. Donc on a beaucoup d'adultes, on a le terrain, il ne faut pas le gâcher, donc il faudra que nous inventions ensemble un vrai projet, mais Brignoles a beaucoup de besoins. Brignoles a besoin, on parlait d'une grande salle, on l'appelle comme on veut, une grande salle de spectacle, une salle pour recevoir des congrès qu'on nous demande tous les jours. Nicopolis se développe à la vitesse grand V. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent s'y installer. Il y a des congrès à faire. Il y a la foire de Brignoles qu'il faut faire rejaillir avec le conseil d'administration. Donc on a beaucoup d'atouts. Il faut les mettre en valeur. Il faut les concrétiser, les positionner, je dirais. Et le quartier de Paris est un outil formidable. Je crois que je ne vous ai pas fait voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous l'avez dit. 1, 2, 3. Les notements sont pour. Je vous remercie.